Des saumons nagent dans une rivière peu profonde. Un poisson peut-il nourrir une forêt? Cela peut nous sembler une énigme, mais si nous examinons de près les endroits où la terre et la mer se retrouvent, nous pouvons répondre à cette question. Cette forêt pluvieuse semble incroyablement fertile, mais elle a du mal à rester ainsi. Parce qu'il y a tellement d'arbres ici, ils utilisent tous les nutriments disponibles, en particulier l'azote. Et l'azote, rappelez-vous, est le même engrais qu'on met sur nos pelouses pour les faire pousser. C'est pourquoi il y a une pénurie d'azote ici. Vue des airs, des centaines de saumons remplissent une rivière rougeâtre. Un logo blanc de vagues qui croise la terre. Qu'est-ce qu'un poisson vient faire dans tout cela? Des chercheurs du laboratoire John Reynolds cherchent à le découvrir. Un estuaire est un endroit magique où une rivière rencontre l'océan. C'est un endroit vraiment dynamique pour étudier ce qui se passe. Je vois pourquoi on doit porter des cuissards de pêche. Ouais, la marée est vraiment en train de monter. On pense souvent aux écosystèmes comme une petite bulle. Il y a juste la Terre ou juste l'océan. Mais les estuaires, où une rivière rencontre un océan et où la Terre rencontre l'océan, nous donnent cet espace incroyable pour comprendre comment toutes les plantes et les animaux de ce système interagissent ensemble. Alors, comment pouvons-nous passer d'un saumon qui nage à la fertilisation des forêts? Eh bien, pour commencer, il s'agit des poissons qui meurent en chemin. Donc, les travaux que j'ai en cours à Gaude-Bouchoux font partie d'une grande expérience sur le terrain. Donc, dans chaque bloc, et il y a 25 blocs, il y a 4 éléments. Un parcelle avec des saumons, un autre avec des algues, un parcelle avec les deux et un traitement témoin. D'accord, vous m'avez donné des ciseaux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Nous avons donc 3 plantes ici qui ont été étiquetées et nous devons mettre une plante qui a produit des graines dans chaque sachet. Vous voulez couper juste en dessous du sac, ici? Ouais, c'est super. Jordan glisse la plante dans un sac. La première chose que je mesure, c'est comment la vie d'une plante est changée par les nutriments provenant du saumon. Nous mesurons l'investissement dans la reproduction, donc la taille des fleurs et le nombre de fleurs de ces plantes. Quand une plante reçoit un afflux d'excès de nutriments, elle a une sorte de décision à prendre. Elle peut soit investir dans la structure reproductrice, donc faire de grandes fleurs, faire plus de fleurs pour attirer les pollinisateurs, ou elle peut produire des feuilles plus grandes afin qu'il y ait plus de surface pour la photosynthèse, et elle peut grandir. Il y a donc ce genre de compromis entre la croissance et la reproduction que la plante doit équilibrer. OK, alors qu'est-ce qui se passe avec toutes ces plantes après que nous les ayons récoltées? On va les ramener au labo et compter combien de graines ont été produites par cette plante. Un laboratoire. La toute dernière chose sur laquelle nous nous concentrons est l'ensemble de la mise en graines de la plante. Alors, dans quelle mesure a-t-elle été pollinisée avec succès? Combien de graines va-t-elle produire? Quel sera le succès de la reproduction de cette plante? Allison examine des graines à l'aide d'une loupe. Allison et son équipe continueront de récolter des données au cours des années à venir en apprenant tout ce qu'ils peuvent. Mais une chose est déjà claire. Le saumon mort apporte effectivement la vie à cet estuaire. Quand on pense à un saumon, on le considère bien sûr comme un poisson. Quel sera son rapport avec la forêt? Mais quand ces poissons naissent ici, dans les ruisseaux, ils sortent à la mer pendant quelques années, puis reviennent et ils ont tous ces nutriments dans leur corps. Et quand ils sont tués par des prédateurs comme les ours et les loups, ils ne mangent pas tout. Ils laissent les carcasses derrière eux. Pour moi, la carcasse est comme un sac de nutriments. C'est un sac d'engrais. Des saumons morts se trouvent dans la rivière. Le saumon retourne au lieu de sa naissance, puis ses restes retournent à la terre. Cette terre enrichie en azote contribue alors à produire des plantes et des arbres qui poussent avec plus de vigueur. Il s'agit donc d'une plante de salmonberry. Lorsqu'elles sont pollinisées avec succès, elles produisent des baies délicieuses qui sont souvent de couleur rouge-orange. Les oiseaux les aiment, les ours les adorent. Elles sont une partie très importante des écosystèmes forestiers de la côte centrale. Les plantes et les animaux qui travaillent ensemble. C'est quelque chose que nous, HESOC, comprenons pleinement grâce à des générations d'observations et de connaissances partagées. Les HESOC sont bien synchronisés avec la phénologie ou la biologie du temps parce qu'ils dépendent tellement de l'océan et de la terre pour leur nourriture. Nous dépendons tellement d'eux pour la connaissance sur le terrain de ce qui se passe en temps réel. Ils me diront quelles plantes fleurissent, quelles fleurs poussent, et j'obtiens beaucoup d'informations de leur part sur le timing de tout cela. Howard traverse la rivière. Et donc, ces nutriments, cette fertilisation, ça va bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre. Oui, c'est vrai. Des gens m'ont dit que leurs grands-parents avaient l'habitude de prendre des carcasses et de les mettre dans des parcelles de salmonberry, par exemple, pour améliorer la production des baies. C'est donc assez logique. Ça a de l'allure. C'est un cycle naturel, une partie essentielle de la vie ici, où la terre rencontre la mer, et où, en effet, un poisson peut nourrir une forêt. L'estuaire émerge de la forêt pour se jeter dans l'océan.